Assurer une couverture sanitaire universelle passe avant tout par un accès aux soins pour tous. C'est le premier enjeu qui vient à l'esprit et bien sûr, on va en parler aujourd'hui. Mais comme vous voyez, nous avons souhaité commencer par un point qui est souvent mis de côté, c'est celui de la qualité des soins offerts et la disponibilité de ces soins de qualité. Et nous avons la chance d'avoir ici aujourd'hui 3 acteurs de la santé qui agissent à des niveaux très différents, mais à mon sens complémentaires. Je vais leur passer la parole pour qu'ils nous expliquent très brièvement leur domaine d'intervention. Ladies first, Joy, in a few words, what are the main goals of the government organization you work for? It's called MSH. Pour laquelle vous travaillez, qui s'appelle la MSH. Un micro pour madame, s'il vous plaît. La MSH est une résurgence d'une première initiative qui a été menée au Rwanda et elle existe depuis 8 ans dans le but d'améliorer la qualité des soins de santé. On va voir une meilleure couverture, mais aussi avoir l'accès à des soins de qualité. Pour ce faire, nous savons tous que la définition de la qualité des soins est un défi pour tous les pays. Le Rwanda a réussi à définir 12 critères stricts qui mesurent la qualité des services de santé. Et bien entendu, la qualité a autant de critères que de parties prenantes. Et pour le Rwanda, il s'agit vraiment d'avoir des objectifs communs dans l'amélioration de cette qualité des soins. Notre mission a consisté d'une part donc à définir ces critères de qualité et puis à mesurer ce qu'on appelle les packs de services, que ce soit au niveau local, au niveau régional et puis au niveau aussi des prestataires de santé. Et au-delà de cette mission, nous avons aussi défini des normes parce que nous pensons que la qualité est vraiment pilotée par les normes et peut vraiment être motivée par la définition de ces normes. Et notre objectif vraiment est de faire en sorte que le Rwanda propose des services de santé de qualité. Joy, si vous en êtes d'accord, nous irons plus en détail dans votre action et dans les critères de qualité. Je voulais juste en fait que vous précisiez votre champ d'action et quel allait être l'angle que vous alliez adopter pendant cette table ronde. Maintenant, je vais donner la parole à Christophe Paquet. Plutôt macroéconomique, vous êtes en charge de programmes avec des financements qui sont plutôt bien dotés au sein de l'AFD. Juste pour que l'on comprenne, donnez-nous rapidement quelques exemples des activités dans lesquelles vous êtes engagé. Merci, bonjour à tous. Merci à la Fondation Pierre Fabre d'inviter l'AFD à participer à cette journée et à cette table ronde. Donc l'AFD, comme vous le savez, c'est une agence du gouvernement qui met en œuvre la politique de coopération internationale. C'est aussi une banque de développement avec une double tutelle, les affaires étrangères et le ministère des Finances, l'outre-mer aussi d'ailleurs. Donc c'est une maison qui effectivement engage actuellement environ 9 milliards d'euros par an, l'essentiel étant des prêts à destination des États, mais aussi des prêts à destination du secteur privé, et puis une petite enveloppe de subventions qui malheureusement est relativement insuffisante pour prendre en compte les situations des pays prioritaires. La santé représente environ 3% de cette activité aujourd'hui de l'AFD, donc c'est un petit peu le petit poussé des secteurs d'intervention de l'agence. On intervient peut-être beaucoup en Afrique de l'Ouest, bien évidemment historiquement, mais aussi dans le Maghreb de plus en plus, un petit peu en Amérique latine, Caraïbes, Haïti et encore un petit peu en Asie du Sud-Est. Merci à vous. Alors, Yannick Jaffré, vous travaillez sur les questions de santé maternelle et infantile. Donc, vous passez du temps dans les services de santé pour documenter leur quotidien. Et bien sûr, il y a votre regard d'anthropologue qui vous amène à aborder les particularismes régionaux, les dynamiques sociales des patients que vous suivez. Est-ce que vous pouvez nous raconter rapidement comment vous travaillez ? Oui, alors c'est un
un travail d'abord complémentaire de ce que vient de dire Christophe Paquet. Je pense qu'on est parti de la belle phrase de l'OMS. En fait, ils l'ont volée à Jacques Ellul, mais ils ne l'ont pas dit, qui est penser globalement, agir localement. Alors, penser globalement, d'une certaine manière, c'est pas très très difficile. Il suffit de mettre quelques spécialistes et on est tous d'accord. La question, c'est comment agir localement. Et agir localement, ça pose énormément de difficultés. Parce que d'abord, il n'y a pas de théorie de l'agir local, et ensuite parce que les définitions locales sont extrêmement complexes. Si je cite simplement très rapidement, en Afrique, 800 langues, donc on est continuellement dans des espaces de traduction, des situations extrêmement différenciées, des pathologies très différentes. La douleur d'une femme qui accouche n'est aucunement comparable avec la douleur de quelqu'un qui est malade. Ce n'est pas perçu de la même manière, ça n'a pas la même légitimité. Et donc, ce que l'on essaye, c'est non pas de partir de programmes, mais il y a bien un moment où, pour que ces variables, ces grandes variables décrites par les épidémiologistes se mettent en œuvre, enfin agissent dans le réel, il faut bien qu'elles soient traduites dans un ensemble de gestes, de suites comportementales. Et ce que l'on essaye de voir, c'est le monde par le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire non pas partir des programmes, mais partir de ce que les programmes appellent le contexte. Le contexte, c'est simplement la vie. Et donc on essaie de partir de la vie pour comprendre comment un ensemble de systèmes de sens, de représentation, de difficultés économiques, de conception, de pratiques populaires, de pratiques professionnelles construisent en acte ces difficultés. Et c'est dans ce cadre que j'ai travaillé depuis à peu près 30 ans avec des équipes d'épidémiologistes sur la construction de la mort maternelle à l'intérieur des services de santé, sur la question de la contraception et des grossesses non voulues et comment ça conduisait les jeunes filles à la mort. C'est un programme actuellement financé par l'AFD. Et puis sur la qualité des soins en pédiatrie dans 9 pays, auprès de à peu près 40 000 enfants, grâce à des financements qui sont de l'ambassade de France et de Monaco. Et on aura l'occasion d'y revenir. On regardera un extrait de la vidéo que vous nous avez fait parvenir. Alors, ceci posé, quelle est la situation dans les services de santé aujourd'hui dans les pays d'Afrique dans lesquels vous travaillez? J'aimerais peut-être que chacun d'entre vous me réponde assez rapidement à cette question, s'il vous plaît. Qui prend la main? Moi, je veux... Puisque vous avez le micro, voilà, allez-y peut-être. Comme j'ai le micro, écoutez, je vais juste en 30 secondes lire une observation. Les anthropologues n'ont rien à dire s'ils n'ont pas fait de terrain. Et donc je vais juste lire, sans dire le pays, mais je vais lire une observation pour montrer la difficulté qu'il y a justement de passer de ces programmes globaux à disons, une réalité des gestes dans le monde quotidien. 11h50, Kadiatou, une petite fille de 6 ans, doit recevoir des soins. 12h50, une heure plus tard. L'infirmier sort tous les médicaments administrés à la fille et les met sur un plateau. Les infirmiers demandent à la mère de tenir son enfant. 12h10, la mère pose la main sur la poitrine de Kadiatou. L'infirmier prend la seringue chargée pour l'administration du produit à travers le cathéter. Kadiatou effectue des mouvements de panique et commence à pleurer. On n'entend pas les cris de Kadiatou, mais on se rend compte par ses gestes qu'elle souffre. 12h12, l'infirmier se rend compte que le produit qu'il est en train d'administrer à Kadiatou est bloqué parce que la veine est perforée. L'un des infirmiers dit à la mère de Kadiatou, la veine est perforée, il faut prendre une nouvelle veine sur un autre membre de l'enfant. Une infirmière demande à la mère, as-tu un autre cathéter? La mère, non. L'infirmière, va en acheter à la pharmacie, à ton retour, tu nous appelles. Je passe beaucoup de choses. À 13h05, nous sommes de nouveau à côté de Kadiatou qui dort à point fermé. L'infirmier pique l'enfant alors qu'il dort, la petite fille se met à pleurer. La prise de veine se solde par un échec. Elle tente ensuite 2 autres prises sur le bras de Kadiatou sans y parvenir. Une infirmière plus expérimentée prend la relève et pique l'enfant. Voilà, c'est des observations que l'on a fait de façon systématique avec des amis pédiatres. On a un groupe de 50 personnes, moitié pédiatres, moitié chercheurs en sciences sociales. Et il me semble que toute la question, c'est comment. Alors, maintenant, pour faire les malins, on appelle ça implementation science. En gros, c'est comment les justes décisions des programmes viennent s'incruster dans la réalité des pratiques. Et je pense que c'est ce hiatus que l'on a à penser et qu'il faut vraiment à la fois définir des priorités, mais être aussi extrêmement vigilant
sur la façon dont ces priorités viennent ou ne viennent pas s'inscrire dans le réel. Et un des gros problèmes que l'on a dans ce monde du développement, c'est que globalement, les programmes sont un peu comme de l'eau sur des plumes de canard, ça roule et ça rentre pas. Le problème, c'est comment faire pour que ça rentre. Christophe, une réponse peut-être. Est-ce qu'il y a un hiatus entre l'endroit où sont développés les programmes et leur mise en œuvre sur le terrain, selon vous? Alors c'est évident, c'est un petit peu facile de dire ça, mais alors, moi peut-être pour moi, je pense le meilleur indicateur de la qualité d'une structure de soins, c'est la fréquentation. Et ce qui me frappe souvent, et je pense que la plupart d'entre vous, d'entre nous, qui dans cette salle voyageons régulièrement d'un certain nombre de pays, pas uniquement en Afrique d'ailleurs, c'est que dans des endroits où l'accès aux soins est censé être rare, compliqué, difficile, et où on pourrait penser qu'ayant peu de structures de santé, celles-ci vont être pleines, vont déborder, et bien très souvent elles sont vides. Et moi, il m'arrive très souvent de visiter des hôpitaux, on me dit, voilà, il faudrait construire un hôpital ici, il faudrait... Et en fait, on visite des hôpitaux qui sont vides déjà. Et derrière, le problème, c'est un problème de qualité. Alors après, la manière dont va se traduire dans un endroit spécifique le manque, le besoin, ça peut être un sujet de ressources humaines, ça peut être un sujet de médicaments, ça peut être un sujet d'accessibilité financière dans un pays où on a parlé tout à l'heure de gens qui vivent avec quelques dollars par jour. Quand il faut payer l'équivalent de $200 pour une césarienne, et ben c'est un drame pour la famille, etc. La manière dont ce manque de qualité va s'exprimer va être différent, mais clairement, l'indicateur, c'est la fréquentation. On va regarder, si vous le voulez bien, un extrait d'une vidéo que vous nous avez envoyée. Christophe, elle décrit comment l'AFD participe à améliorer la qualité de soins avec, là en l'occurrence, c'est le Medical Credit Fund en Tanzanie. On regarde cette vidéo et puis on la commande juste après. This is Mission Bagala Dispensary. Il s'agit du dispensaire qui se situe à 10 km du centre-ville de Manzala, en Tanzanie. Cela nous a été difficile d'obtenir un prêt parce que nous n'avons pas de garantie bancaire. Nous n'avons rien à proposer pour assujettir ce prêt. Et comment pourrait-on donner notre seul microscope pour garantir le prêt? C'est difficile. 50% des soins de santé en Tanzanie se font par le biais de structures privées. Plus de 6000 personnes dépendent de leur clinique locale pour recevoir un traitement. En Tanzanie, de nombreux patients passent leur vie sans voir de médecins qualifiés ou sans pouvoir bénéficier des soins de qualité. Le Medical Credit Fund a joué un rôle important à deux titres. Tout d'abord, il a fourni une formation à tout ce qui est business, à tous les prestataires de santé, de telle sorte qu'ils puissent gérer leurs affaires d'un point de vue commercial et pas simplement comme une entreprise sociale. Le Medical Credit Fund fournit de l'éducation aux affaires commerciales et il a également des capitaux qui permettent aux patients d'accéder à des soins de santé de meilleure qualité. Nous avons pour objectif d'améliorer nos infrastructures. La première chose que nous voulons faire, c'est d'améliorer ici la zone dédiée à la pharmacie qui se trouve ici. Nous voudrions pouvoir mettre ici un climatiseur ici de manière à ce que nos médicaments soient stockés de manière plus sûre pour nos patients. Ici, nous avons un tout petit laboratoire qui ne convient pas aux soins et aux services que nous voulons fournir. Donc nous voulons avoir plus d'espace dédié au laboratoire. Et pour cela, il faut casser cette portion de mur pour récupérer un petit peu de place sur la salle d'attente. Le Medical Credit Fund essaie aujourd'hui de mettre en place une structure de qualité et de nous permettre de voir qu'on peut y parvenir. Il faut bien sûr des critères de qualité et cela nous pousse à avoir des normes de qualité encore plus élevées. Nous sommes très heureux que le Medical Credit Fund se soit présenté et nous ait contacté. Nous attendons que cela remédie à certaines situations et que ce soit bien sûr aussi quelque chose de favorable pour nos patients. En 2010, le Medical Credit Fund a aidé 20 petites structures, 100 000 personnes ont été en mesure ainsi d'accéder à des soins de santé de qualité.
Les fonds vont servir à installer la climatisation, à l'agrandissement du laboratoire d'analyse. Ça paraît assez évident qu'on va améliorer la qualité des soins par ce biais dans cet établissement. Est-ce que c'est toujours aussi simple et objectif d'ailleurs de définir la qualité des soins ? Si je peux rebondir sur la vidéo, parce que c'est une initiative assez intéressante dans la mesure où elle adresse effectivement deux problèmes des structures privées qui est vraiment le secteur privé est en train de se développer et doit jouer un rôle important dans la couverture universelle. C'est à la fois l'accès au crédit de ces petites structures qui généralement n'ont pas accès au crédit bancaire. Donc ça, c'est un des aspects de cette initiative. Et l'autre initiative, donc elle est portée par une fondation hollandaise, PharmAccess, c'est aussi de développer la qualité. Alors on l'a vu sur des aspects très physiques comme les bâtiments, mais ça va au-delà. C'est aussi de la qualité en termes de formation, d'accompagnement à la gestion. Et au final, ça aboutit à une accréditation de ces structures. C'est-à-dire que les structures de santé privées qui ont bénéficié de cet accompagnement, non seulement financier, mais aussi technique, vont être accréditées, vont avoir un label MCF, ce qui est aussi intéressant pour eux et pour les patients. Donc c'est un exemple, et je pense qu'il n'y en a pas tant que ça, de comment traiter le sujet de la qualité, en tout cas dans une perspective des soignants, qui n'est peut-être pas effectivement l'autre perspective que Yannick Jaffré, sur laquelle Yannick Jaffré travaille, qui est celle de la perspective des patients. Joy, Rwanda has opted for Joy, le Rwanda a choisi une approche très scientifique de la définition de la qualité des soins de santé. Donc il s'agit d'un processus d'accréditation étape par étape. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, nous avons fait différentes simulations de manière à améliorer l'accès à des soins de santé au Rwanda. Et comme mon collègue le disait, la qualité des soins est certainement mesurable par l'accès aux services et par la fréquentation. L'accès aux services ce n'est pas suffisant. Il faut aussi vérifier quel est le niveau de sécurité de ces infrastructures. Parce que, bien sûr, si l'on encourage les femmes à accoucher à l'hôpital, mais il faut que ces hôpitaux soient sûrs. Donc, les deux vont de pair, la qualité et la sécurité, pour faire en sorte que l'on ait vraiment cette approche globale de la qualité des soins de santé. Et pour ce faire, il faut avoir un système de gradation nationale. Lorsqu'on parle de critères ou de normes, en particulier dans les pays où les ressources sont limitées, ça paraît difficile à mettre en œuvre. Mais il faut commencer petit et essayer de croître petit à petit. Et donc, il faut étape par étape, pas à pas, améliorer ces normes. Donc on a choisi cette approche pour améliorer la qualité des services, la qualité des infrastructures. On a commencé par 43 hôpitaux de district et on veut d'abord améliorer la qualité des services et des soins dans ces 43 structures, avec d'abord des normes de base et voir comment on peut mettre en nombre des normes communes, des choses qui soient bien sûr alignées avec les priorités nationales. Qu'est-ce que vous entendez par des normes de base ou des normes fondamentales? Parce que les définitions peuvent varier d'un pays à l'autre. Alors, quand je parlais de normes de base ou de normes fondamentales, je veux dire qu'on commence par les infrastructures. Il faut donc se pencher sur de l'eau potable dont l'approvisionnement est stable, de l'électricité qui soit également stable. Vous savez qu'il y a beaucoup de pays où nous opérons où l'électricité peut être coupée. Il faut avoir des groupes électrogènes, il faut avoir un moyen d'avoir un backup, parce que cela pose beaucoup de problèmes lorsque l'électricité n'est pas constante. Donc c'est là ce dont je veux parler. De l'hygiène aussi, parce que l'hygiène, c'est aussi quelque chose de très important. L'hygiène des mains particulièrement. Si on a des mains qui ne sont pas correctement assainies, on va avoir des problèmes au niveau des sites d'injection, par exemple, ou toutes sortes de problèmes d'infection qui sont véhiculés par les mains.
Donc c'est quelque chose, vous voyez, ce sont ces petites choses par lesquelles on commence, mais c'est celles-ci qui vont ensuite induire de forts changements. Et puis au-delà des infrastructures, lorsqu'elles existent, il faut donner la possibilité, aussi bien dans les infrastructures nouvelles qu'anciennes, d'avoir une évaluation rapide de l'état de la situation. Parce que le simple fait que de se pencher sur la qualité, sur la sécurité, c'est important de mettre ce point en avant parce que souvent ce n'est pas ce qui semble être la priorité. Donc il faut vraiment travailler sur la conception de ces infrastructures pour que la sécurité soit inclue dès le départ dans la conception des infrastructures. Donc vous voyez, ce sont ces choses dont nous parlons. Mais il y a aussi beaucoup d'autres choses. C'est l'environnement, un environnement sûr pour les patients et le personnel. Les notions de rédibilité lorsqu'il s'agit de la gouvernance de ces hôpitaux. Donc vous voyez, nous intervenons dans différents domaines. Le contrôle des infections. Et tout ça, c'est des fondamentaux. Mais s'en occuper, ça fait beaucoup de différence. Lorsqu'on parle de normalisation, les gens se disent, bon, il faut consulter les organisations internationales qui sont spécialistes des accréditations. Mais il y a aussi des initiatives qui sont la propriété, qui sont dans le pays et qui peuvent aussi donner des accréditations avec, bien sûr, un partenariat du ministère de la Santé. Mais il faut toujours éviter aussi les conflits d'intérêts, raison pour laquelle nous essayons aussi d'impliquer d'autres infrastructures qui donnent des accréditations. Donc, on passe en revue les différentes structures qui vont pouvoir nous accréditer de manière abordable, parce que la notion de coût, bien sûr, est très importante. Ça coûte cher d'accréditer une structure et on veut, bien sûr, préserver la durabilité de nos infrastructures. Donc, on pense à la durabilité de l'amélioration de la qualité de soins et il faut vraiment passer en revue les différents services disponibles. Je pense qu'il serait important de donner une idée aux gens qui nous écoutent de la mise en œuvre. Vous nous avez envoyé une vidéo sur le travail que fait le MSH, le Management Science for Health, sur le terrain. Il s'agit de l'hôpital Kibuguru au Rwanda, un hôpital où l'accréditation a permis de voir augmenter de manière très importante le nombre de patients qui fréquentent cet hôpital. Donc écoutez, c'est parfois un peu difficile à comprendre du fait de la qualité du son. Oui. Donc nous avons d'abord commencé le processus d'accréditation pour notre hôpital. Il s'agissait par cet organisme de passer en revue les différents services que nous proposions. Il y a eu des inspections et un certain nombre de critères ont été mesurés pour les patients qui se rendent à cet hôpital de Kibungo. Donc il s'agissait des services que nous fournissons à la population. Et nous avons des patients qui viennent de différents districts, aussi bien des districts voisins que de la ville. Parce qu'on peut avoir des gens qui viennent de plus loin lorsqu'ils savent que les services sont de bonne qualité. Nous avons aussi bénéficié de formations pour améliorer la qualité des soins. Et vous voyez que grâce à cela, on a pu réduire la mortalité néonatale, la mortalité maternelle. Et c'est vraiment une preuve de l'effet bénéfique de cette accréditation. Et nous sommes vraiment très reconnaissants au MSH pour cette accréditation. Une réaction peut-être? Merci d'avoir montré la vidéo. Lorsque la vidéo a été
tournée, on a pu voir qu'on avait réduit le temps d'attente des patients. C'était l'un des graphiques. Bien sûr, le MSH et différentes communautés ont amélioré cet accès aux soins, déjà en supprimant certains obstacles financiers, mais une fois de plus, même lorsqu'on a la possibilité d'aller jusqu'aux infrastructures, les patients se retrouvent parfois dans une queue sans fin et ils doivent repartir chez eux sans avoir pu accéder aux soins. Donc l'hôpital de Kibongo a été l'un de ceux où nous avons analysé le flux des patients et nous avons vu qu'il y avait certains goulets d'étranglement et nous avons essayé de voir comment on pouvait réduire ce temps d'attente. Donc on est passé de 7 à 8 heures à 3,5 heures. Donc c'est quelque chose de tangible et ça revient à ce que je vous disais, des choses simples qui font vraiment de grandes différences. Donc la réduction aussi du taux de mortalité néonatale, la réduction du taux de mortalité maternelle, ce sont des choses qui ont pu être obtenues justement en définissant des normes et en ayant aussi des sessions de motivation et de formation des professionnels de santé. Puisque donc c'est une chose que de définir des normes, mais c'est aussi important de les présenter et de présenter quel est l'objectif ultime de l'accréditation. Et moi, ce qui me plaît beaucoup dans la vidéo, c'est que ce directeur d'hôpital nous dit qu'il est fier d'avoir obtenu l'accréditation. Et effectivement, c'est une bonne mesure. Cet hôpital en a bénéficié, cet hôpital de Kibongo. Merci, Joy. Vous disiez tout à l'heure que vous ne croyez pas à l'implementation science à l'anglo-saxonne. Si on veut traduire vraiment très grossièrement, c'est science de la mise en œuvre des programmes de santé. Pourtant, là, ça a l'air de fonctionner, non ? Oui, absolument. Non, c'était une manière de rire un peu de ces nouvelles innovations pseudo-scientifiques. Disons, on regroupe des travaux qui sont déjà très anciens, puisqu'il y en avait... Les grands anthropologues qui ont travaillé là-dessus l'ont fait dans les années 1940 et donc on redécouvre assez régulièrement la roue à eau et donc c'est ça qui m'amuse un peu, quoi. Mais non, j'ai absolument rien du tout contre ces programmes et je pense qu'il y a énormément de programmes qui se développent et tant mieux. Cela dit, moi, mon rôle consiste à aussi analyser d'abord ce qui se passe le plus banalement, le plus quotidiennement, et aussi analyser ce qui ne fonctionne pas bien. Et je pense que quand on décrit, par exemple, l'hôpital, pour un anthropologue, un hôpital, c'est un avant, c'est un pendant et c'est un après. Et toutes ces structures sont liées. Gustavo en a parlé un petit peu, d'ailleurs, en évoquant ces questions d'éducation pour la santé, qui sont en général assez mal faites, parce qu'au moment où les gens sont attentifs, c'est-à-dire pendant les soins, on leur dit rien, et après on vient leur raconter des histoires quand finalement ils n'en ont plus rien à faire. Mais le problème, c'est qu'on voit même dans les taux de décès, notamment infantiles, que beaucoup d'enfants décèdent dans les 24 premières heures. Ce qui veut dire que le parcours de santé en amont, c'est-à-dire avec... à la fois les représentations de la maladie, les pouvoirs dans la famille, qui fait que la belle-mère va décider ou pas d'agir, le père sera là pour donner l'argent ou pas. Le passage par divers guérisseurs font que l'enfant arrive très tard dans la structure de santé. Ensuite, il faut trouver les médicaments, il faut les acheter, donc il faut se débrouiller pour aller les acheter, souvent dans les pharmacies, où parfois on vend le bon médicament, parfois on donne par exemple, on dit tu as le choix entre un antibiotique et un antalgique, et comme l'antalgique est moins cher, on prend l'antalgique et on ne prend pas l'antibiotique. Et puis après, il y a tout ce qui se déroule dans l'interface, et par exemple pour la mortalité néonatale, on vient de terminer une étude dans 5 pays sur la première semaine de vie d'un enfant. Pratiquement, moi je ne connais pas du tout l'Afrique de l'Est, mais en Afrique de l'Ouest, presque tous les enfants bénéficient de bains après la naissance. Et les enfants sont pris un peu négligés pour des tas de raisons dans les maternités. Ils se retrouvent dans des espaces incertains, à la fois parce que religieusement ils ne sont pas baptisés, parce que les pères ne sont pas là, les mères sont en maternité.
Ils ne sont plus en obstétrique, ils ne sont pas encore en pédiatrie. Et lorsqu'ils retournent chez eux, bien, il y a la préoccupation du baptême. Les bains, on fait boire de l'eau aux enfants qui attrapent des diarrhées. Et cette interface est importante. Mais juste un point que je voudrais quand même souligner, parce que, en tout cas pour l'Afrique de l'Ouest, ça me semble essentiel. Dans notre jargon, on dirait que l'hôpital en Afrique de l'Ouest ne fonctionne pas comme un système expert. Un système expert, c'est par exemple quand je veux poster une lettre, je n'ai pas besoin de connaître le facteur. Je fais confiance à la structure. En Afrique, l'accès aux services de santé se fait sous forme réticulaire, sous forme de réseau. Aller dans un hôpital, c'est prendre le risque d'abord de la maladie, ne pas savoir comment se comporter, pas savoir par qui on va être reçu, et savoir qu'il y a d'énormes inégalités dans la santé. Quand on est la femme du docteur ou quand on connaît le docteur, on va rentrer, on ne va pas payer, on va accéder directement aux soins. Quand on est un inconnu dans la structure de santé, on va attendre devant les caisses pour faire enregistrer sa consultation. Si on a de la chance, on passe. Si on n'a pas de chance, on peut très bien attendre une journée et demie, revenir le lendemain et pas être soigné du tout. Et ensuite, on ne sait pas du tout à qui on va avoir accès. Par exemple, on va dire Dokotoro, c'est à la fois un infirmier, ça peut être un médecin, des fois c'est même le gardien. On a vu dans certains cas des électriciens qui l'après-midi devenaient ophtalmologistes. Et à ce moment-là, il y a une grande zone d'incertitude. Et les gens essayent de pallier cette incertitude en entrant dans des réseaux de confiance. Et donc, si je me casse une jambe, ce qui m'est arrivé par exemple au Sénégal, je téléphone à un copain neurophysiologiste pour qu'il m'aide à rentrer dans cette structure de santé. Et je pense qu'un des grands problèmes de l'hôpital africain, c'est qu'on a une structure qui est proposée, qui est une structure, disons, système expert. Chaque patient peut être soigné de manière équivalente par chaque médecin. Et en fait, à l'intérieur, des tas de stratégies personnelles qui font que mon copain ophtalmo va me téléphoner pour soigner quelqu'un, je vais arrêter ma consultation pour aller voir quelqu'un. Et en fait, on a un système qui ne fonctionne pas tel qu'il est explicitement dit. Et je pense que c'est... Enfin, alors il y a beaucoup de choses à dire, parce que le problème, c'est que quand on est inconnu dans un service de santé, on peut en mourir. Moi, j'ai vu, par exemple, des femmes éclamptiques mourir dans les couloirs dans certains services en Afrique, simplement parce qu'elles étaient anonymes. Et ne pas être en existence dans un service de santé, c'est prendre un risque énorme. Et malheureusement, actuellement, et c'est, me semble-t-il, un programme sur lequel il faut vraiment travailler, enfin c'est un sujet sur lequel il faut travailler, c'est comment construire une équivalence de pratique de soins avec des gens qui ne sont pas perdus, qui ne sont pas pensés comme ayant des équivalences d'existence. C'est un peu ça le problème. Joy, I see you nodding your head. Joy, je vois que vous opinez, que vous écoutez ce qui est dit. Est-ce que vous voudriez réagir à ce qui vient d'être dit par votre confrère ? J'ai apprécié ses commentaires et son expérience, ce dont il parle. Ce qu'il dit, effectivement, c'est un reflet de la vérité. Mais il faut aussi donner des lignes directrices à ces professionnels de santé. Il faut des standards, des normes, des protocoles. Et bien sûr, on a des normes qui sont de différents niveaux. Cela dit, il faut essayer d'harmoniser, de faire en sorte que ces services soient fournis de manière juste et égale. Et cela sera le cas si ces normes sont adaptées à tous les niveaux du système. Parce que, justement, l'exemple de la mère souffrant de prééclampsie, eh bien, il faudrait qu'il y ait un protocole. Il ne devrait pas être possible que quelqu'un qui souffre de prééclampsie, il faudrait que cette mère, dès son arrivée jusqu'au moment où elle va pouvoir entrer chez elle, elle soit totalement prise en charge. Elle ne devrait jamais attendre dans un couloir. Et bien sûr, ça, c'est une question d'égalité, mais il y a beaucoup d'inégalités dans les services qui sont disponibles en Afrique. Au Rwanda, nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir. La qualité, ce n'est pas encore une réalité partout, mais avec la standardisation. Si on motive les professionnels de santé, parce qu'on parle de chiffres, on parle de normes, mais il s'agit aussi de la motivation, au sens de bien faire comprendre quelle est la motivation de ces mesures. Il faut qu'il y ait des
des incitations aussi auprès du personnel à améliorer la santé au quotidien. Nous avons différents programmes qui contribuent à cela et au cours des 2 dernières années au Rwanda, nous avons essayé de mesurer quel pouvait être l'impact d'incitation financière pour les professionnels de santé avec l'augmentation de la qualité des soins. Et il y a bien sûr un lien de cause à effet. Nous allons maintenant regarder un documentaire de M. Jaffray sur une étude qui a été menée dans 8 pays. L'objectif était de voir comment on pouvait améliorer les soins des patients dans les maternités. C'est un de vos domaines d'expertise. Nous allons regarder votre vidéo. En Afrique, les enfants de moins de 15 ans représentent 43% de la population. Parmi les 10 millions d'enfants qui décèdent dans le monde chaque année, l'Afrique représente pratiquement la moitié de la mortalité des moins de 5 ans et 36% des décès néonatals, alors que le continent africain ne compte que 23% de l'ensemble des naissances. Les principales raisons sont les maladies infectieuses, diarrhée, paludisme, pneumonie et infections respiratoires, le tout aggravé par une situation endémique de malnutrition ainsi que des causes liées aux conditions de vie, accidents de la route, plaies, brûlures, fractures. À cela, il faut ajouter un ensemble de pathologies soit chroniques, soit devenues chroniques suite au progrès de la médecine et à l'amélioration de l'offre de soins. La drépanocytose, l'infection par le HIV, le diabète, les cardiopathies ou certains cancers. Pour ces multiples et diverses raisons, les enfants sont les principaux usagers des services de santé et des hôpitaux. Face à ces mutations sociales et à ces questions sanitaires, si l'on a progressé dans les connaissances cliniques et les études épidémiologiques, force est de constater que l'on ne sait quasiment rien sur la façon dont ces enfants vivent, se représentent et éprouvent parfois douloureusement leur maladie, comprennent les traitements, ressentent les soins, vivent leur handicap. Et pourtant, il suffit d'écouter les enfants pour comprendre qu'ils ont beaucoup de choses à dire et à faire partager sur la maladie, sur leur maladie, sur l'hôpital et sur les soins. Comment leur offrir des soins de qualité sans les écouter et leur donner la parole, sans en faire de véritables acteurs de leur santé ? Par ailleurs, les praticiens, médecins et personnels paramédicaux soignent et vivent chaque jour avec ces jeunes patients. Qu'éprouvent-ils ? Comment font-ils pour trouver la force de soigner malgré parfois le manque de médicaments, la violence des situations qu'ils doivent affronter et les nombreux décès des malades ? On ne peut améliorer les soins sans comprendre les soignants qui les prodiguent chaque jour. C'est à ces 2 questions, comment faire pour que les enfants deviennent des acteurs de leur santé et comment aider les soignants dans leurs interactions avec leurs petits malades, que le programme Inspédia, Enfants et soins en pédiatrie, s'est consacré. L'équipe Inspédia comprend autant de chercheurs en sciences sociales que de soignants pédiatres, hématologues, cancérologues et personnels infirmiers. Ensemble, de façon amicale, pluridisciplinaire et dans le respect réciproque de leur discipline, ils ont écouté les enfants, analysé des gestes de soins, tenté d'améliorer des situations de soins et de vie, réfléchi à la mort malheureusement toujours présente et aux soins palliatifs lorsqu'ils deviennent l'unique solution pour affirmer la vie jusqu'au bout. Si les instruments d'analyse sont parfois différents, les buts des anthropologues et des pédiatres sont les mêmes, améliorer concrètement l'offre de soins. Et voilà, je pensais que c'était intéressant de passer cet extrait parce que la prise en compte de la parole de l'enfant dans le parcours de soins en Afrique, c'est quelque chose que j'ai assez peu entendu, en tout cas en dehors des images que vous venez de montrer. Christophe, est-ce que c'est un point important
dans le choix des programmes dans lesquels vous investissez, cette notion de prise en charge du malade. Bon, là, on a un exemple avec la prise en charge des enfants dans les services pédiatriques, mais plus largement. Alors c'est vrai que ce qu'on a vu est absolument remarquable et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait essayer de développer beaucoup plus largement et on le voit malheureusement assez rarement, que ce soit en Afrique d'ailleurs ou dans d'autres géographies. Alors ça devrait être un élément essentiel, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas pour les bailleurs de fonds, cette dimension de la qualité des soins et en particulier de la qualité des soins dans la perspective du patient est sans doute un petit peu une tâche aveugle sur nos actions. Je dirais parce que quelque part, et on l'a bien vu dans les propos de Yannick, c'est quelque chose qui dépasse assez largement ce qu'un bailleur, ce qu'une ONG ou un intervenant étranger, je dirais, peut faire dans la mesure où ça renvoie à des pratiques culturelles et des pratiques sociales qui sont difficilement réductibles à une action et en particulier financière. Je dirais que nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'intervenir dans le cadre de nos programmes au niveau où on est en mesure d'avoir un effet et par rapport à ce qui a été présenté tout à l'heure, je pense que il y a aussi beaucoup de choses qui renvoient à la motivation des personnels et à la gestion des ressources humaines, avec un certain nombre d'angles d'attaque. C'est tout d'abord le sujet de la gouvernance des structures de santé et des hôpitaux. Il y a un énorme besoin aujourd'hui de renforcer cette gouvernance, en Afrique en particulier. Il y a très peu de gens qui sont formés comme gestionnaires hospitaliers, il y a très peu de gens qui sont formés comme directeurs d'hôpitaux dans toutes les dimensions de cette gestion. Donc ça, c'est un angle d'attaque pour des bailleurs comme nous. L'autre angle d'attaque, c'est ce qu'on a vu avec l'expérience du Rwanda, le financement basé sur la performance, par exemple. Alors ça, c'est quelque chose, c'est une approche qui est promue actuellement, en particulier par la Banque mondiale. C'est un peu le modèle idéologique qui s'impose, le principe consistant à réintroduire de l'argent par la périphérie du système de santé de façon à ce que les acteurs de ce système puissent eux-mêmes améliorer à la fois leurs conditions de travail et donc augmenter la fréquentation de leurs dispensaires par exemple ou leur couverture vaccinale et en même temps augmenter leur salaire et leur qualité de la vie en utilisant une partie de cet argent pour ça. L'ensemble étant supposé enclencher un cercle vertueux qui augmenterait la fréquentation parce que la qualité augmente et la fréquentation augmentant, les performances augmentent et donc l'argent rentre de plus en plus dans le système. Donc ce modèle dont on voit qu'il marche effectivement bien dans des pays comme le Rwanda, malheureusement, c'est pas tout à fait la panacée. Je pense qu'on en parlera cet après-midi aussi avec peut-être Valérie Reed qui est un grand expert du sujet. Mais je dirais que là, on est sur des exemples d'actions qui peuvent permettre de faire bouger un petit peu les lignes s'agissant de ce qui est pour moi essentiel, c'est-à-dire la motivation des personnels. Alors j'aimerais que, avant de clore cette table ronde, qu'on ramène un peu tout ce qu'on a dit vraiment dans le prisme du thème général de cette journée de conférence, la couverture sanitaire universelle. Et il y a deux questions que j'aimerais qu'on aborde rapidement. Une des solutions qui sont mises en place dans de nombreux pays pour combler l'absence de praticiens très qualifiés dans les zones isolées, c'est la formation d'agents de santé communautaires. Est-ce que selon vous, c'est une bonne ou une mauvaise idée? Est-ce que c'est une façon de rendre les soins accessibles à tous ou est-ce que c'est une façon de tirer la qualité vers le bas? Qui aimerait répondre à ça? Well, I could attempt that. Moi, je peux tenter. We have introduced what we call a community. Nous avons introduit ce qu'on a appelé le programme des travailleurs sanitaires communautaires. Ce sont des gens qui ne sont pas exceptionnels, mais qui sont motivés et qui sont des agents de leur communauté.
et ils nous permettent de transformer le système dans la mesure où ils sont proches de leur communauté. Je pourrais vous donner un exemple. Quelqu'un qui va dans un hôpital, la première chose, c'est la sanitation, l'assainissement. Si par exemple, deuxièmement, il y a une mère qui commence le travail d'accouchement avant d'arriver à l'hôpital, les agents communautaires identifient ces femmes, d'abord pendant leur grossesse, au niveau communautaire, et on a mis en place un système pour les soutenir. Ils doivent également être soutenus avec, par exemple, le SMS rapide, ce qui signifie que l'agent sanitaire communautaire a un téléphone. Et quand il voit une maman qui a un problème, par exemple, un problème pour respirer, il envoie un SMS. Respiration mère, par exemple. C'est tout. Et on lui dit immédiatement ce qu'il doit faire. Parce que ce message est envoyé dans un centre hospitalier, ça signifie « Attention, il y a une maman qui a des problèmes respiratoires qui pourrait débarquer ». Le message passe également aux ambulanciers qui arrivent très rapidement parce qu'ils ont reçu un message indiquant que la maman aura besoin de transport. Alors ce ne sont pas des professionnels, mais parce qu'ils sont motivés, eh bien on l'utilise, cette motivation. Ce sont des bénévoles, donc on a créé un système qui nous permet de les utiliser, de les soutenir parce qu'ils peuvent être très utiles au niveau communautaire. Le défi, c'est le service qu'ils fournissent. Ils ont besoin d'être gérés. Ce ne sont pas des professionnels. Et donc, l'établissement hospitalier le plus proche décide de la manière dont il faut les organiser. Mais étant donné que ce sont des bénévoles, on ne peut pas simplement leur faire confiance à 100%. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut continuer à les motiver. Et c'est la raison pour laquelle on a créé une coopérative pour qu'ils soient encouragés à faire des affaires, à créer un revenu pour eux. Donc en gros, on les motive à poursuivre leurs travaux parce que cela a des impacts budgétaires avec des ressources limitées. Mais à ce niveau, même au plus bas niveau de la communauté, en termes d'accès, ce système fonctionne. Il y a une autre initiative, toujours au niveau de la communauté. On pourrait peut-être partager cette expérience. C'est un partenariat communautaire public-privé. Ce que l'on fait, c'est que l'on motive, c'est qu'on motive les agents communautaires et le gouvernement les motive pour obtenir un petit emprunt. Et il y a actuellement 150 personnes qui sont concernées par un tel programme. Ils sont soutenus donc par ces petits emprunts et c'est un partenariat public-privé. Et après 5 ans, finalement, vous êtes propriétaire. C'est une manière de financer l'emprunt. On est tous finalement préoccupés par la qualité des services, même pas au niveau le plus élevé. La qualité, c'est une question qui se pose partout, mais surtout à ce niveau de la communauté. Donc ce sont là différentes initiatives, différentes réformes qui nous permettent de voir la manière dont on peut avoir un impact sur la qualité. Et si j'ai bien compris, ces agents, même s'ils ne sont pas de véritables agents médicaux,
ils ne sont pas tout seuls pour finalement servir la population qu'ils servent. Alors très rapidement, très rapidement, quand je me préparais pour cette table ronde, j'ai eu à l'esprit la chose suivante. Lorsque l'on parle de la couverture universelle, en fait on parle de médecine occidentale. Est-ce que ça signifie que ce type de service est disponible pour tout le monde? Est-ce que ça signifie la fin de la médecine traditionnelle? Et finalement, est-ce que c'est une bonne chose? La médecine traditionnelle est très importante également. Nous avons travaillé avec l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pour soutenir la médecine traditionnelle, parce que si vous les laissez seuls, vous introduisez trop de problèmes dans le système. Donc au bout du compte, il faut impliquer ces fournisseurs de médecine traditionnelle. On les a poussés à créer leur propre association. Donc en gros, on les rassemble et c'est facile ensuite de savoir ce qu'ils font. Parce que si vous les laissez tranquilles, tout seuls, au bout du compte, vous aurez des problèmes que vous ne pourrez plus gérer. Donc on les engage dans le cadre des programmes de santé et en même temps, ils ont un lien direct avec les agents communautaires. Donc ils peuvent travailler avec eux. Par exemple, il décourageait auparavant les mamans de se rendre à l'hôpital pour accoucher en raison de ces guérisseurs traditionnels. Mais s'ils travaillent main dans la main, en s'assurant des anesthésies, en s'assurant que les mamans vont aller à l'hôpital pour accoucher, etc., quelque part, vous avancez encore plus loin pour vous assurer qu'ils ne seront pas tout seuls, mais qu'ils seront reconnus dans le cadre du système parce qu'ils jouent un rôle important. Et si vous ne faites pas attention à ce genre de choses, finalement, vous avez davantage de problèmes. Ces deux points que l'on vient d'aborder, ce que vous en pensez ? Alors, la première chose, c'est que je pense que, en tout cas pour un anthropologue qui travaille vraiment sur le terrain depuis longtemps, la question, c'est d'organiser la rencontre entre des populations malades ou qui ont des soucis de santé et des professionnels. Ces populations, elles ont des caractéristiques qui sont à la fois universelles. Il y a l'Afrique, ou ce qui se passe en Afrique, c'est exactement la même chose que ce qui se passe en Europe. C'est des problèmes de seuil, ce n'est pas du tout des problèmes de différence de nature. Et de l'autre côté, des professionnels de santé qui sont dans une situation épouvantable. D'abord parce qu'ils voient des enfants mourir, des femmes mourir, ils aimeraient faire des choses et ils ne peuvent pas. Et donc ces professionnels de santé sont dans une souffrance énorme. Et des copains qui ont à peu près mon âge me disaient « mais tu ne sais pas que des fois je rentre dans mon bureau et je pleure ». Et je pense que ce qu'il faut, c'est réussir à faire ça et comprendre que quand il y a des formes de violence des professionnels de santé, c'est aussi parce qu'ils sont dans ce que moi j'ai appelé une éthique sélective. Ça veut dire que le rapport entre l'offre et la demande fait que comme on ne peut pas tout faire pour certains, pour tout le monde, on fait tout pour certains et rien pour d'autres. C'est exactement comme moi à Marseille, je donne 1 euro à un mendiant que je connais et puis le suivant, je lui donne rien. Sauf que moi, ça a très peu d'impact, mais là, quelqu'un peut mourir de ça. Et donc, on est continuellement dans cette sorte de difficulté entre des gens qui ont une énorme demande et des professionnels de santé qui, par ailleurs, voient leur profession déconstruite parce que par exemple, il n'y a pas d'objets commissionnaires comme les dossiers, il n'y a pas d'objets cognitifs comme les stéthoscopes ou même les tensiomètres ou les examens complémentaires. Et donc, il faut organiser ça. Ensuite, penser les populations, ça veut dire les penser de façon simple. Je vais prendre un exemple. Au début du HIV, on a vu par exemple des médecins traditionnels spécialistes du HIV. Alors, ils étaient traditionnels depuis 1 an. Un anthropologue ne parle jamais de tradition. Pour nous, la tradition, c'est simplement une façon d'essayer d'acquérir du pouvoir au présent. Si je dis que je suis un anthropologue traditionnel, on va dire « Ouh là là, il a toute une généalogie avant lui ». Donc la tradition d'aujourd'hui, ce n'est pas celle d'hier. Donc l'Afrique, comme tout continent, comme tout pays, est dans l'histoire.
Il n'y a pas plus de traditions. Les traditions sont réinventées par chaque génération. Ce n'est pas non plus de la médecine. Parce que la médecine, ça demande à ce qu'il y ait un support écrit. Alors on a dans les populations des savoirs qu'on appelle des savoirs en miettes, des savoirs partiels, qui des fois ont une relative efficacité, par exemple un rebouteux qui va réduire une fracture, catastrophique si on réduit une fracture sur une plaie ouverte, une accoucheuse traditionnelle, là encore c'est un terme inventé par la colonisation, avant on accouchait sa mère ou sa fille ou sa belle-fille, mais on n'était pas traditionnel pour ça, on faisait ce qu'on savait faire. Donc les accoucheuses traditionnelles ont été inventées à l'époque coloniale et ensuite remises au goût du jour par l'OMS. Donc c'est une invention assez récente, ces accoucheuses traditionnelles. Et une accoucheuse traditionnelle, elle peut éventuellement éviter de couper le cordon et de donner le tétanos, mais face à une hémorragie ou une éclampsie, elle ne peut rien faire. Et donc il faut savoir qu'est-ce qu'on lui demande pour qu'elle conserve une efficacité. Et le dernier terme, c'est qu'un anthropologue ne parle jamais de communauté. Pour nous, en Afrique comme ailleurs, il y a des collectivités avec des fois des intérêts communs et des fois des intérêts divergents. Et il ne faut pas oublier, ça vraiment, j'ai longtemps travaillé depuis 30 ans sur ces questions-là, c'est que quelqu'un, on lui dit tu es un hygiéniste ou tu es un aide-soignant ou tu es un assistant sanitaire, quelle que soit la terminologie, il va se retrouver dans des situations extrêmement compliquées par rapport aux siens. Par exemple, est-ce qu'il doit vendre des médicaments à sa propre famille? Non. Est-ce qu'il vend à sa belle famille? Non. Donc il n'a jamais d'argent dans la caisse. Est-ce qu'il va orienter quelqu'un très vite vers une structure de santé qui sera éventuellement pas crédible? Est-ce qu'une accoucheuse va dire à une dame « vas-y, monte sur la mobilette » ou « va dans la voiture » et si elle meurt en route, qui est responsable? Et je pense que moi, j'ai toujours en tête, c'est un vers d'un poème d'un poète que j'aime beaucoup, qui s'appelait Georges Chéferis, et qui disait « Notre chant, nous l'avons surchargé de trop de cris ». Et je pense que dans le monde du développement, et dans ce monde du développement sanitaire, il faut revenir à des descriptions simples. Et vraiment, très honnêtement, mais pour un anthropologue, la médecine traditionnelle, je ne sais absolument pas ce que ça peut vouloir dire. Oui, j'entends. Christophe. Alors peut-être sur le point de la médecine, de la compatibilité entre médecine traditionnelle et couverture universelle, moi je ne vois pas d'incompatibilité. En France, vous allez voir un acupuncteur, vous allez voir un certain nombre de... Un homéopathe. Un homéopathe, voilà, je cherchais le mot. Vous êtes remboursé par votre mutuelle. Donc ce ne sont pas forcément des pratiques traditionnelles, mais ce sont des médecines non scientifiques, non rationnelles, que nous avons décidé collectivement d'inscrire dans un système de remboursement. Donc il n'y a pas d'incompatibilité. Voilà. Après, sur la question des travailleurs de santé communautaire, effectivement, moi je ne suis pas non plus totalement convaincu par ce modèle qu'on a beaucoup promu dans les années 70, du travailleur de santé communautaire qui venait de la communauté et qui allait régler tous les problèmes. Et on voit, Yannick en a rappelé certaines, les limites. Il me semble en revanche qu'il y a beaucoup de choses à faire pour ce qui est de la délégation de tâches. On peut former des médecins qui ne sont pas chirurgiens, qui n'auront pas fait 4 ans de chirurgie, mais on peut leur apprendre à faire des césariennes. On peut former des infirmiers prescripteurs qui seront en mesure, après 2-3 ans de formation, de prendre en charge une partie très importante des prescriptions de base dans un dispensaire. Ça existe dans certains pays, en Afrique de l'Est en particulier, ça existe au Costa Rica, et il y a de très bons résultats. On a beaucoup de mal en Afrique de l'Ouest, qu'on a cette culture française du statut, du diplôme, et que on est médecin ou on n'est pas médecin, et si on n'est pas médecin, on n'est pas grand-chose. Donc là, il y a vraiment un champ de travail pour améliorer l'accès aux soins, pour améliorer la motivation et la compétence des praticiens adaptés au niveau de contact avec les patients. Merci à tous les trois. Je vais me tourner vers vous qui êtes dans la salle pour vous demander si vous avez des questions pour nos intervenants. Nous avons quelqu'un qui peut vous passer un micro. J'ai quelqu'un là-bas qui lève la main et ensuite on viendra à vous, Monsieur Cavani. Bonjour, François Charles, je suis médecin. 2 questions très rapides. Concernant la qualité de l'offre de soins, on se rend compte que pour mettre en place leur programme de santé, les agences internationales et les bailleurs de fonds recrutent les meilleurs personnels de santé, médecins, sages-femmes, infirmières, pour les intégrer dans leur programme d'évaluation. Ils les aspirent complètement du système de santé. Comment peut-on améliorer la qualité de l'offre de soins en agissant ainsi? Deuxième question.
Au cours de la conférence régionale de l'OMS le 30 août dernier au Zimbabwe, l'Union africaine a décidé de recruter 2 millions d'agents de santé communautaires. Mais comme l'a dit Mme Atwin, il faut impérativement motiver ces ASC. Comment les pays africains vont s'en sortir pour financer à la fois ces ASC et la CSU? Merci. De très bonnes questions. Je pense que la première, au moins, est pour vous, Christophe. Alors, oui, donc, bien évidemment, c'est tout le sujet du brain drain, comme on dit en français, hein, qui d'ailleurs n'est pas causé que par les programmes internationaux, qui est aussi causé par l'appel des pays du Nord et du déficit de médecins et de professionnels de santé dans les pays du Nord aujourd'hui, qui fait qu'un certain nombre de professionnels du Sud viennent travailler chez nous parce qu'ils y sont conviés et qu'ils y trouvent des conditions d'exercice beaucoup plus intéressantes. Alors, pour ce qui est des programmes des bailleurs, nous, on travaille pour l'essentiel avec ce qu'on appelle dans notre jargon des maîtrises d'ouvrage nationales, c'est-à-dire avec un ministère de la Santé le plus souvent, et on essaye que nos projets renforcent les capacités de ce ministère de la Santé. C'est-à-dire qu'en gros, on donne de l'argent, ou on prête de l'argent à un ministère de la Santé qui va exécuter le programme avec ses moyens, avec ses ressources, avec ses personnels. Et on introduit dans le cadre du projet ou du programme une dimension de renforcement de capacité avec des jumelages, de l'assistance technique ou d'autres modes. Mais on essaye effectivement, en tout cas, des bailleurs comme l'AFD ne sont pas des ONG de substitution qui vont prendre du personnel pour aller faire leur petite histoire dans leur coin. Et sur la deuxième question qu'il a posée sur la manière de motiver justement ces aides qui ne sont pas des professionnels de la santé, est-ce que c'est possible de trouver l'argent pour ça et l'argent pour mettre en place la CSU dans le même temps? Peut-être Joy, une réponse? Bien évidemment, il est très difficile de travailler effectivement avec les personnes au niveau communautaire, parce qu'il y en a beaucoup, ils sont partout, ils sont au niveau parfois le plus bas de la communauté, et en termes de pérennité, de durabilité, c'est un autre défi. Et c'est la raison pour laquelle on a pensé à étudier la possibilité de créer des coopératives pour que les gens puissent obtenir de l'argent, améliorer leurs conditions de vie, pour continuer à les motiver. Et bien évidemment, ils restent bénévoles parce qu'ils n'ont pas de salaire, ils doivent générer un revenu, bien évidemment, pour eux-mêmes, avec l'aide du gouvernement, mais bien évidemment, ils jouent un rôle absolument essentiel au niveau le plus bas de la communauté. Une autre question de la salle? Oui. Juste ici, s'il vous plaît, un micro. Merci beaucoup. C'est concernant aussi les personnels de santé et la possibilité, dans le cadre de ce déficit qui est encore dramatique en matière d'offres de soins, la possibilité dans la formation à la délégation de soins, la création de véritables passerelles diplômantes afin qu'elles soient véritablement reconnues et par la communauté et par les professionnels. Donc, et soit une forme d'attirer davantage ces personnes à améliorer ses propres conditions sociales des travailleurs de la santé à travers l'obtention d'un diplôme qui va les permettre d'accéder à des tâches plus importantes qui viendront à l'aide. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être envisageable de façon plus large en sachant que nous avons, comme Christophe, tu l'as bien mentionné, de problèmes d'acceptation de certains groupes plutôt, je dirais, francophones contre des secteurs anglophones qui seront plus faciles à même de pouvoir accéder à ce type d'approche.
Une bonne question. Vous vouliez répondre? Oui. Alors, oui, je voudrais revenir sur cette question des personnels de santé. Les personnels de santé, c'est des gens qui ont des compétences spécifiques, mais aussi ce sont des gens qui ont une identité sociale. Alors, dans certains cas, les identités sociales sont en conflit ou en contradiction avec les propositions qu'on leur fait. Je prends un exemple très simple. Depuis les années 1945, on essaye de mettre des sages-femmes en périphérie. Le problème, c'est qu'une sage-femme, soit elle n'est pas mariée et quand elle va en périphérie, comme elles le disent très bien, elles se font draguer par le médecin, par le sous-préfet. Quand elles refusent les avances, elles ne sont pas mutées ou on les mute dans des postes de brousse très reculés. Et quand elles sont mariées, si elles laissent leur mari pendant une année à la capitale, quand elles reviennent, soit elles ont une coépouse, soit... Enfin, en tout cas, ça pose problème. Je vais très vite parce qu'il y a bien d'autres questions. Donc là, on a par exemple des propositions sanitaires qui sont en conflit absolu avec des identités sociales. Donc je pense que, comme le disait Christophe, c'est-à-dire que dans ces cas-là, plutôt que d'essayer depuis les années 40 de faire passer les mêmes programmes qui ne fonctionnent pas, sans doute vaudrait-il mieux déléguer des tâches et faire que certains infirmiers ou des médecins aient des compétences dans le domaine des césariennes, des accouchements, etc. Il faut à un moment quand même penser que le contexte est plus important que nos programmes. Le deuxième point, c'est qu'il ne faut pas oublier que les programmes passent, mais que les personnels restent. Et que tous les personnels auxquels on parle, eh bien, c'est des gens qui ont connu les soins de santé primaires et la santé pour tous en l'an 2000, l'initiative de Bamako et le recouvrement des coûts, la gratuité des soins à la source. Ils ont eu ce sont des gens qui ont toute la mémoire de nos grandes aventures. Et le problème, c'est qu'est-ce que les professionnels de santé font avec ça? À quoi ils croient? Comment ils se débrouillent avec tout ça? Et le troisième point, c'est que les hôpitaux en Afrique, c'est bourré de bénévoles. Parce que quand on est bénévole, la première chose que l'on fait, c'est qu'on touche de l'argent. Parce que quand on est bénévole à l'intérieur d'un service de santé, on va essayer d'avoir un petit peu de sous. On dirige les gens, on dit « je connais le médecin, si tu me donnes 500, je t'emmène chez le médecin ». Et donc, être bénévole, c'est avoir l'assurance d'avoir de l'argent. Et pour les agents de santé communautaire, pour ceux auprès de qui j'ai pu travailler, eh bien, clairement, dès lors qu'ils sont agents de santé communautaire, leur grande envie, c'est d'entrer dans le système de santé et d'être payé par l'État comme un infirmier. Et quelqu'un qui regarde faire une injection, une intramusculaire, c'est quand même pas sorcier, eh bien, il va faire des intramusculaires. Et puis, une fois qu'on fait des intramusculaires, on apprend à faire des intraveineuses. Et une fois qu'on fait des intraveineuses, eh bien, on sait dénuder une veine. Et on a continuellement ce que j'ai appelé, moi, des glissements vers le haut des professions, ce qui fait qu'on a des formes de pratiques qui ne correspondent pas au dire. Et je pense qu'il y a un moment, quand même, si on veut travailler sérieusement, il faut savoir ce que les mots désignent en vrai. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et je reviendrai sur le vidage des bons services par toute l'organisation internationale. Je pense que c'est pas tellement uniquement, disons, que les cerveaux de la diaspora viennent et d'une certaine façon alimentent le débat. C'est aussi que pour le meilleur comme pour le pire, c'est vrai que quand il y a un bon médecin, moi j'ai un copain qui travaillait super bien à Bobo Dioulasso. Il est maintenant à Baltimore, à Johns Hopkins, parce que il travaille pour une université américaine. C'est-à-dire qu'on connaît tous ses amis africains qui, heureusement pour eux, parce que leur salaire est multiplié par 10, et malheureusement pour le pays, sont passés. Les obstétriciens sont les rois de la santé publique. Et donc, il y a quelque chose là qui pose problème. Et il y a quelques années, il y avait des incitations. Je me souviens par exemple des bourses Sud, je crois que c'était l'IRD qui versait ça, qui disait en gros à un soignant, si tu travailles bien, eh bien on te donne de l'argent pour faire des recherches dans ton service. Et je trouve que là, il y a des incitations peut-être à entrer dans des systèmes de recherche, des systèmes de qualité, mais vraiment de façon très simple, en disant tu fais le job, ok, on t'est payé pour faire de la recherche. Si tu ne fais pas de recherche, tu n'as rien. Mais je trouve que très souvent, je ne sais pas comment dire, je ne vois pas pourquoi avec l'Afrique on utilise un vocabulaire aussi compliqué, alors que c'est exactement comme en France ou comme aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on peut déléguer des tâches, on peut avantager les gens qui travaillent bien, on peut les faire travailler raisonnablement, on peut penser que quand on fait son travail, on doit gagner de l'argent, c'est normal.
et qu'il faut que les gens soient riches quand ils travaillent bien. Et, voilà. Et je pense qu'il faut décaper le langage et travailler sur du vrai et pas sur nos illusions. Valid point. Christophe, peut-être et ensuite on s'arrêtera là parce que malheureusement on est un peu pressé par le temps. Une réaction sur les formations diplômantes justement pour ces agents communautaires. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être envisagé pour les faire rentrer dans le système plutôt qu'être en marge ? Oui, alors c'est évident parce qu'on voit bien que quand on forme des professionnels, après on arrive, comme le disait Yannick, à la question du statut et de la reconnaissance de ce statut. Donc il faut que ces formations soient diplômantes et il faut que ce diplôme corresponde après dans des échelles de salaire de la fonction publique, par exemple, à un gain salarial, etc. Donc c'est toute une chaîne, je dirais, qui doit être pensée et c'est ça qui est compliqué. Peut-être pour conclure, moi ce qui me frappe, c'est que on le voit avec la teneur de ces discussions, c'est en fait l'importance, quand on parle de la qualité des systèmes de santé et quand on parle de la mise en œuvre de la couverture universelle, l'importance du sujet des ressources humaines en santé. C'est vraiment l'élément clé qui fait qu'on réussira ou pas dans tel pays, dans tel endroit à faire ou non, à mettre ou non en place cette couverture universelle. Et ça, c'est essentiel. Merci beaucoup, merci à tous les trois. Je propose qu'on les applaudisse pour cette première table ronde.